Alors bonjour Maître Goldnadel. Bonjour Jean-Robin. Merci de nous recevoir dans votre cabinet. Alors vous nous recevez parce que vous avez une actualité, vous sortez un livre sur le racisme anti-blanc. Ma première question portera donc sur ce livre. Pourquoi un livre sur le racisme anti-blanc et pourquoi maintenant, sachant qu'une polémique sur le sujet avait éclaté en 2005 avec cette histoire de pétition qu'avait signée notamment Alain Finkielkraut pour dénoncer le racisme anti-blanc? Oui, enfin écoutez, c'est un peu court de considérer que mon livre, qui s'appelle Réflexions sur la question blanche, est consacré au racisme anti-blanc. Ce livre est sous-titré « Du racisme blanc au racisme anti-blanc », ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que dans une première partie de ce livre, j'examine en détail ce qu'a été le racisme blanc, et ce qu'il est encore aujourd'hui, et que je suis loin de méconnaître, et je donne des détails dont on parle assez peu, comme par exemple le racisme blanc au Congo, ou à Madagascar, ou en Amérique du Sud, à Saint-Domingue, et des choses qui n'ont pas été spécialement visitées, curieusement. Et puis c'est vrai aussi que je donne des détails du racisme anti-blanc. Et je dis que malheureusement, s'il y a une chose qui est très équitablement partagée dans le monde, c'est précisément le racisme, et que les Blancs n'ont pas le monopole du racisme, même si effectivement on peut peut-être considérer qu'ils en ont la palme et qu'il n'est pas politiquement incorrect, loin s'en faut, de leur décerner cette palme. Alors plus profondément, je tente d'expliquer qu'il existe aujourd'hui une sorte de détestation du blanc et d'autodétestation par lui du blanc qui est issue, et ça c'est le prolongement de toutes mes idées depuis une bonne dizaine d'années, qui est issue du choc médiatique de la Shoah dans le mi-temps des années 60. Parce qu'à la Libération, on ne parlait pas du tout de la Shoah, ou très peu, et finalement il y a eu une explosion médiatique grâce ou à cause du développement de l'audiovisuel, y compris d'ailleurs de la fiction audiovisuelle, qui fait que on a énormément parlé de cela, et notamment c'est la pénétration de la Shoah dans les chaumières occidentales, chrétiennes occidentales, à partir des années 60, au travers justement du chagrin à la pitié, de l'Holocauste, et je montre qu'il y a un paradoxe terrible qui fait que plus on s'éloigne du temps de la Shoah, et plus on en parle. 90% des films sur la Shoah ont eu lieu à partir des années 90. Et ça a entraîné un traumatisme exceptionnel, non pas dans la pensée, mais dans l'épiderme, si j'ose dire, ou dans les tripes des Occidentaux, qui fait qu'ils ont été traumatisés par cela. Et donc dans mes premiers écrits, dans le Nouveau Bréviaire de la haine, ou encore dans les Martyrocrates, j'ai expliqué cette détestation de l'État-nation occidental par ce choc post-shoatique. J'ai expliqué que s'était créé sur les ruines du catholicisme une religion post-chrétienne qui a à peu près adopté tous les rites de la chrétienté, mais qui a créé une sorte de nouvelle crucifixion autour de l'image du juif adoré, qui est le juif déporté, le juif en pyjama rayé, et qui ressemble à s'y méprendre à Jésus sur la croix, quelqu'un qui ne se défend pas, qui ne sourit pas, qui souffre. Et donc, pendant un temps, il y a une sorte de réconciliation exceptionnelle entre la chrétienté et cette forme de judéité. Mais très vite également, et à cause sans doute du juif vivant, qui est incarné par l'Israélien, on a fait descendre à partir de 1967 et de la guerre des 6 jours le juif de sa croix pour le remplacer par le palestinien ou par l'immigré ou par tout ce que vous voulez, qui est censé idéaliser
l'humanité souffrante. Et donc j'ai montré que parallèlement à ce panthéon des saints, on a aussi créé un panthéon noir dans le cadre de cette nouvelle religion qui a été évidemment incarné et assez justement par Hitler, mais ensuite au fil des déclinaisons, on y a mis tout aussi assez justement Pétain, mais ensuite on y a mis le François, Le Pen, l'Américain, George Bush, Sharon, jusque maintenant peut-être l'hétérosexuel français qui veut simplement conserver son pays. Voilà un petit peu dans quel cadre mythifié, je pense, se situe aujourd'hui l'inconscient collectif occidental. Et moi, je parle de ça. Je ne suis pas un géopoliticien. Très immodestement, je veux sonder l'inconscient collectif post-chrétien occidental pour expliquer un peu comment ça marche, comment ça fonctionne, cette détestation de l'État-nation occidental, cette détestation de l'homme blanc occidental, incarnée assez bien, d'ailleurs je le montre dans mon livre, par les indigènes de la République, qui brossent assez justement d'ailleurs le portrait du blanc détesté et qui montre que ce blanc détesté, eh bien, c'est le blanc occidental qui a créé le racisme, qui ne peut donc absolument pas souffrir de ce racisme et qui l'a créé au détriment du noir ou de l'arabe qui ne peuvent, eux, avoir créé le racisme et ne peuvent qu'en être les victimes. C'est sous donc cet empire du préjugé total et indiscutable qu'aujourd'hui je revisite l'histoire. J'explique pourquoi on ne parle que de la traite transatlantique et on ne traite pas, si j'ose dire, de la traite arabe qui a duré plus longtemps encore, qui dure encore partiellement aujourd'hui en Mauritanie, en Arabie Saoudite, et qui a été encore plus cruelle que la génocidaire. Et génocidaire, et dont on ne parle pas, dont on n'a pas le droit de parler. Et je revisite également l'actualité, raison pourquoi on ne parle absolument pas du génocide du Darfour, parce que le génocide du Darfour, il concerne des Noirs et des Arabes, et le génocide des Noirs ou la souffrance noire n'intéresse ici que si elle est créée par les Blancs. On en a un peu parlé quand même. De quoi? Dans les médias du génocide du Darfour. Enfin écoutez, quand vous comparez au niveau de nombre de mots, de caractères, la place qui est consacrée au Darfour et la place qui est consacrée au hasard à la question israélo-palestinienne, et vous verrez, alors qu'en termes de mort, en termes de souffrance, on doit être dans un rapport de 1 à 10 000 ou de 1 à 100 000, je ne sais pas. Donc je crois que ça ne se discute pas. Alors une question pour prolonger le thème du racisme anti-blanc. Comment est-ce que vous expliquez que les associations dites antiracistes ne veuillent surtout pas entendre parler de ce terme de racisme anti-blanc et qu'elles le catégorisent automatiquement dans l'extrême droite? Mais pour la raison que je viens de vous indiquer, il n'est pas possible, c'est une raison, si j'ose dire, raciale, pour ne pas dire raciste. La souffrance blanche, je cite le professeur Davis, pour une grande partie des intellectuels, souffrance blanche, c'est un non-sens. Je dis moi que c'est une sorte d'oxymore. Le blanc n'existe que pour causer la souffrance, pas pour l'endurer. Donc le racisme anti-noir, le racisme anti-blanc, c'est quelque chose qui ne saurait exister, puisque d'une part le blanc ne souffre pas, et d'autre part il serait donc donné par quelqu'un qui n'est pas blanc, qui soit noir, soit arabe. Donc c'est être raciste que de pouvoir soupçonner des populations non occidentales de pouvoir éprouver ce sentiment qui est purement et simplement occidental. Donc on est dans une sorte de déni raciste
de ce qui est. Alors, il est sûr que ceux qui ont voulu s'emparer de la question du racisme anti-blanc ou du racisme anti-chrétien, eh bien, sont venus sans doute de la partie la plus à droite de l'échiquier politique et par conséquent ne sont pas en odeur de sainteté. Mais la faute aux organisations qui ont meilleure presse, mais qui soit sont dans le déni, soit sont dans la lâcheté par rapport, c'est vrai, à un terrorisme intellectuel qu'on a le droit de redouter, mais qu'ils ne viennent pas reprocher aux autres de le faire. Et d'ailleurs, peu importe qui d'ailleurs actionne le racisme lorsqu'il existe, puisque ensuite le problème est posé sur la table des juges. Donc c'est un argument hypocrite que de dire ah bah oui mais c'est telle organisation ou telle organisation qui s'en charge.